Bien. Rebonjour à tous. Donc bienvenue à cette session donc, de l'après-midi. Et donc le premier exposé qu'on va écouter donc, sera donné par Marie-Christine Rousset, qui est professeure au LIG à l'Université de Grenoble. Et donc Marie-Christine va nous parler d'une application de l'IA à l'apprentissage de la médecine. Marie-Christine, si tu veux partager ton écran, brancher ton micro, tu l'as éteint. Je vais partager mon écran. Je pense que là, vous devez voir mon écran, j'espère en tout cas. C'est bon? Ouais. Moi, je vais commencer donc. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un exposé effectivement sur une application de l'IA au service de la formation en médecine dans le cadre du projet CIDES 3.0. Alors, c'est un travail commun. J'ai indiqué que les noms des personnes qui sont en lien direct avec ce que je vais raconter, mais on était beaucoup plus de partenaires. Donc voilà, donc c'est un travail vraiment de projet que je vais essayer de résumer du point de vue des techniques d'IA qu'on a utilisées. Alors, ce projet s'appelle donc CIDES 3.0. C'est un projet financé dans le cadre de l'appel DUNE, qui est développement d'université numérique expérimentale. Donc, l'idée de ce projet, c'était de partir d'un existant en médecine qui est la plateforme opérationnelle CIDES, qui est utilisée par toutes les facultés de médecine de France pour faire passer des examens validants à tous les étudiants de médecine de second cycle. Et donc, évidemment, cette plateforme nationale, évidemment, produit beaucoup de traces d'activité des étudiants à un niveau basique. Et ces traces étaient jusqu'alors uniquement exploitées par les administrateurs de la base de données sous-jacente pour des tâches très prédéfinies. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de personnaliser, d'aller à une étape dans le cadre CIDES 3.0 pour personnaliser le suivi des apprenants grâce aux outils du web sémantique et également d'outils d'analyse de données contrôlés par les utilisateurs qui sont à la fois des enseignants en médecine et des étudiants en médecine. Donc ça, c'est l'objectif de ce projet. Donc nous avons suivi un paradigme qu'on appellera OBDA pour de l'accès aux données au travers d'une ontologie, donc ontologie Based Data Access. Donc ce paradigme, c'est un paradigme assez récent qui est étudié depuis maintenant une dizaine d'années et qui est au confluent de l'intelligence artificielle et des bases de données, et qui est caractérisé tout simplement par le fait qu'on a une ontologie d'un domaine, ici ce sera la formation en médecine, qui sert de médiateur, d'interface entre les données et des utilisateurs humains, des end-users, qui ont besoin d'exprimer des requêtes au-dessus de ces données. Et donc, ils vont exprimer ces requêtes par les concepts de l'ontologie, qui est donc une spécification formelle de leur domaine d'expertise, sous la forme d'un vocabulaire structuré, sous forme de classes et de propriétés, qui sont signifiants pour les experts du domaine. Et qui est également, donc on dit souvent une ontologie, on présente souvent ça comme étant un modèle conceptuel et computationnel, c'est-à-dire que d'un côté, les humains vont pouvoir exprimer leurs besoins dans l'analyse de données en utilisant les termes d'un vocabulaire partagé de leur domaine d'intérêt ou d'expertise, et les systèmes informatiques vont pouvoir baser leurs décisions sur des techniques, des inférences, des algorithmes de raisonnement ou d'apprentissage sur le domaine en question. Donc, le cœur de ce projet, c'est une ontologie qu'on appelait OntoCIDES et qui va servir donc d'interface pour l'accès aux données et à l'analyse de données.
Cette ontologie est relativement simple. Souvent, on dit que c'est une ontologie légère qui a été en fait conçue avec un expert du domaine qui est Olivier Palombi, qui dirigeait ce projet et qui est en charge de l'université numérique en santé et en sport, l'UNES, et professeur de médecine et donc du coup qui connaît parfaitement bien ce domaine. Du coup, là, c'est juste pour vous donner une idée de cette petite ontologie où on va avoir évidemment des étudiants qu'on va pouvoir suivre au travers de leurs inscriptions. Ces étudiants, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils répondent à des questions d'examen ou d'entraînement. Ces questions, ces réponses qu'ils fournissent, se sont reliées à des questions qui sont de plusieurs types et qui sont reliées à des tests ou des évaluations également de différents types. Et au centre, ce qui facilite notre tâche, c'est que la médecine est un domaine où l'enseignement est très, très codifié. Et donc, il y a un programme national qui est le programme de l'examen classant national de l'ECN et qui structure ce programme sous forme d'objectifs d'apprentissage, eux-mêmes structurés en sous-objectifs d'apprentissage qui sont reliés à des spécialités médicales. Et tout ça est très codifié, très structuré et même, en fait, publié au journal officiel. Donc, nous, cette ontologie-là, en fait, elle nous sert d'intermédiaire entre les données de la plateforme opérationnelle CIDES, pour lequel on a accès à des dumps pour avoir accès à leur contenu. Il y a aussi des liens vers des wikis et des cours. Et tout ça va servir d'intermédiaire avec nos partenaires du projet pour différents aspects, développer à minima un point d'entrée pour poser des requêtes, via des formulaires, pour développer des services web et éventuellement aussi des services d'interaction en langage naturel. Alors, ce qu'on a appliqué d'une manière un peu spécifique, c'est dans le paradigme Ontology-Based Data Access, où assez naturel, enfin, pour ceux qui connaissent, on a des données qui sont ici stockées sous format relationnel dans la base de données opérationnelle de la plateforme CIDES, et on a une ontologie. Et cette ontologie, on va établir des mappings entre cette ontologie et le schéma opérationnel de la base de données où sont stockées les données pour pouvoir les décrire à un niveau plus abstrait et plus appréhensible pour les experts ou les utilisateurs du domaine. Donc, habituellement, les mappings sont utilisés dans le paradigme OBDA pour faire de la réécriture de requêtes. Nous, on l'a pris dans l'autre sens et en fait, on a extrait les données. Donc, en fait, les mappings, on les a utilisés dans l'autre sens que le sens habituel pour extraire les données guidées par l'ontologie et mettre les données, donc les lifter sous format RDF. On a aussi enrichi l'ontologie par un certain nombre de règles qui sont des règles dans le format spin rules pour pouvoir inférer à nouveau des données de plus haut niveau à partir des données RDF extraites. Donc, on a une étape d'extraction de données guidée par les mappings et on a une étape de saturation des données qui enrichissent donc l'entrepôt RDF de données inférées par un ensemble de règles. Et donc, tout ça constitue en fait une base de connaissances, maintenant on appelle ça, pour être moderne, un graphe de connaissances, un knowledge graph, qui est le knowledge graph OntoCIDES. Et donc là, je vais juste faire un petit zoom sur… Donc, ça permet de faire du liage de données, parce que c'est un format graphe. Et donc, on va avoir une description
pour chaque étudiant de ces actions de réponse qui sont horodatées, de relier ces actions de réponse à des questions qui sont elles-mêmes typées, reliées à des spécialités médicales ou à des objectifs d'apprentissage. Et certains objectifs d'apprentissage sont reliés aussi à des pages d'un wiki qui fournissent du contenu en lien avec cet objectif d'apprentissage pour les étudiants. Donc, tout ça, c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu des exemples, mais le résultat, c'est qu'on a un graphe un graphe de connaissances OntoCIDES. Alors, je dis un parce je devrais dire plusieurs, parce qu'en fait, au fil du projet, eh bien, on a enrichi au fur et à mesure, on a obtenu des graphes de connaissances de plus en plus gros parce qu'on prenait en compte des données des étudiants de plus en plus nombreux, puisque la plateforme opérationnelle CIDES continuait à être utilisée et à chaque fois, on prenait des données de plus en plus récents. Le résultat, donc ce graphe de connaissances, c'est vraiment la couche donnée du projet et ça décrit à grains très fins des activités d'apprentissage et d'évaluation qui ont été faites par un grand nombre d'étudiants, près de 145 000 étudiants en médecine, s'étalant sur presque 6 ans. Dans ce contexte-là, les examens et les tests d'apprentissage sont faits principalement de questions à choix multiples et les réponses des étudiants sont décrites à un niveau très fin du clic de réponse qui est horodaté, sachant qu'un clic de réponse constitue le choix fait par un étudiant parmi plusieurs propositions de réponse qui peuvent être correctes ou fausses associées à des questions. Le résultat, c'est un très gros très gros knowledge graph de connaissances de près de 8 milliards de triplés, qui représente presque 400 millions de clics de réponse à près de 1 million, à un peu plus d'1,4 million de questions. Donc, ça fait un énorme ensemble de données liées qu'on va pouvoir donc exploiter pour pouvoir suivre de façon plus fine chaque étudiant, en fait. Bon, une petite parenthèse, donc une des technologies qu'on a utilisées, c'est des graphes de connaissances, les knowledge graphs. Petite parenthèse, je ne vais peut-être pas l'apprendre à beaucoup d'entre vous, mais donc disons que moi je présente souvent ça comme un format libre de représentation de connaissances modernes. Avant on appelait ça des bases de connaissances, maintenant ça s'appelle knowledge graph, qui est basé sur un modèle de données RDF qui se trouve avoir pas mal d'intérêt par rapport au modèle très structuré et très prédéfini du modèle relationnel. Il est plus flexible que le modèle relationnel, il est et surtout très adapté au partage de données et de connaissances entre plusieurs sources du web. Il a l'avantage aussi d'être très simple. Donc, on décrit un graphe de connaissances comme un ensemble de triplés où on décrit chaque triplet est un fait sur un certain sujet en déclarant une certaine propriété qui peut être associée à une valeur ou à un autre objet. Dans ce cas, cette propriété est une relation. Et tout ça étant suivant des standards recommandés par le W3C et en particulier, tous les sujets, propriétés et objets sont des identifiants de type URI. Et le plus possible, on conseille d'utiliser des URI déréférençables, qui sont donc des pointeurs vers des pages web, mais il peut y avoir aussi des URI qui sont locaux, donc on ne souhaite pas déréférencer. Et les valeurs, sont des valeurs qu'on dit terminales, on appelle ça dans le jargon RDF des littéraux, qui peuvent être des chaînes de caractères, des entiers, des dates ou des booléens. Alors,
d'un point de vue représentation de connaissances, ben, je dirais que la caractéristique des graphes de connaissances, c'est qu'ils sont associés à un raisonnement en général qui a de bonnes propriétés de complexité, parce que l'aspect connaissance est souvent relativement simple. Comme je l'ai dit, en tout cas, c'était notre cas, mais c'est aussi le cas souvent des knowledge graphs, où c'est plutôt les données qui sont très nombreuses, qui sont décrites relativement à des ontologies qui sont souvent beaucoup plus simples. Et donc, par exemple, nous, notre ontologie Ontocides, dont je vous ai montré des petits extraits, des petits exemples, est assez petite. Elle contient une cinquantaine de classes, à peu près autant de propriétés, des instances. Alors, des instances parce que ça va décrire les learning objectives, les spécialités médicales et des choses comme ça, et 18 règles d'inférence. Par contre, vraiment, cette ontologie, elle décrit des données qui sont massives et qui sont… donc, on a vraiment l'aspect big data, donc small knowledge big data, mais avec des outils qui vont bien nous aider, puisque le RDF est associé à un langage de requête puissant qui est SPARQL, qu'on appelle souvent le SQL du RDF. Donc, c'est un langage de requête assez puissant. Alors, juste pour illustrer un petit peu comment on représente en RDF des questions à choix multiples. Donc, on a les questions sont associées à des identifiants locaux, comme ici, et décrites par des propriétés dont certaines sont des propriétés de type data type qui vont avoir un contenu des valeurs en fait textuelles. Hein. Donc, une question, on va avoir le contenu de la question. On va la relier à la spécialité médicale, par exemple ici, digestive surgery, et on va exprimer qu'elle a plusieurs propositions de réponse possibles, elles-mêmes chacune ayant un contenu textuel et une correction, parce que les propositions de réponse peuvent être vraies ou fausses. Donc, vous voyez que c'est un mélange de structures, donc de structures par des propriétés et de texte. Ici, donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, j'ai parlé d'objectifs d'apprentissage, les learning objectifs qui sont donc très codifiés et font partie du programme de l'ECN, donc de l'examen classant national, qui est l'ancien internat. Donc ici, par exemple, la description de l'objectif d'apprentissage 154, ça ne nous aide pas beaucoup, hein, mais voilà, on a son intitulé, c'est la septicémie, bactériémie, fongémie de l'adulte et de l'enfant. Et ici, ça me permet d'illustrer aussi des choses qu'on utilise aussi beaucoup, des propriétés prédéfinies dans RDFS, qui est la propriété See Also, qui permet de pointer sur des pages web qui sont ici des pages du wiki, où on va avoir donc une description textuelle, approfondie, structurée de ce qui est attendu derrière cet objectif d'apprentissage. Alors, tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ça va nous servir à quoi tout ça? Ça va nous servir à exprimer des besoins d'analyse qui peuvent être personnalisés, différenciés d'un utilisateur à l'autre. Et dans un premier temps, ce qu'on a développé, c'est des requêtes paramétrées, parce qu'on ne va pas demander aux utilisateurs d'apprendre SPARQL, mais voilà, qui vont permettre de faire, grâce à la puissance d'expression du langage de requête SPARQL, qui vont nous permettre de faire des tableaux de bord, de visualiser des résultats qui vont être utiles, demandés par certains utilisateurs. Là, par souci d'illustration, voilà, j'illustre ici un tableau de bord qui est demandé, on le suppose, par un certain étudiant. L'étudiant, évidemment, je n'ai pas les noms et les prénoms, hein, c'est anonymisé. Donc, l'étudiant 12402 qui aimerait bien se situer qui aimerait bien situer son niveau par rapport aux résultats d'autres étudiants de son année ou de tous les étudiants, peu importe. Et ça, par spécialité médicale. Et donc,
Voilà ce qui l'intéresse comme résultat, c'est par spécialité médicale. Donc là, l'étudiant lui-même, ses résultats sont illustrés par les barres foncées, noires, et la moyenne des notes qui sont entre 0 et 1 pour les autres étudiants est en bleu. Donc, on voit là, clairement, visuellement, que l'étudiant en question, il est au-dessus de tous les autres. Il a à peu près dans toutes les spécialités. Alors évidemment, donc pour d'autres cas, évidemment, ces visualisations sont très utiles. Et ce que je voulais juste insister, c'est que ces visualisations, elles correspondent derrière, pour les données qui correspondent, sont des données qui vont être auxquelles qu'on va pouvoir extraire par le langage, par une requête SPARQL. Donc, cette requête SPARQL, elle est là. Alors, elle n'est pas si simple que ça, mais on peut montrer aussi que, disons qu'avec une explication assez, en enlevant un petit peu le sucre syntaxique de la syntaxe de SPARQL, on peut facilement expliquer et faire comprendre, en fait, voilà, les données qu'on va chercher et qui vont expliquer quelque part ce diagramme, elles sont construites par deux sous-requêtes. Une première requête qui va calculer la moyenne globale de tous les résultats de tous les étudiants à des questions reliées à une spécialité, et qui va calculer la même chose, mais cette fois en spécialisant l'étudiant qui est intéressé par ce comparatif. Et donc, quelque part, montrer une requête, en fait, dans une syntaxe qui lui est propre, ça n'est rien d'autre qu'une spécification logique des données qui sont d'intérêt pour une analyse donnée. Et on peut très bien montrer et expliquer tout ou partie de cette requête pour qu'un utilisateur, étudiant ou enseignant, puisse la modifier légèrement et par exemple, cible une spécialité ou cible les étudiants avec lesquels on va vouloir comparer un étudiant donné pour être des étudiants d'une certaine année ou d'une certaine université. Donc, ça permet en fait, c'est pour ça que je dis que les requêtes paramétrées de ce type sont un premier pas vers d'analyse de données personnalisées et explicables. Alors, bien évidemment, tout ça nécessite, pour pouvoir faire ce genre d'analyse, nécessite tout le pouvoir d'expression de SPARQL 1.1, c'est-à-dire nécessite l'expressivité de full SPARQL. Et ce qui est important, c'est qu'il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est que et en particulier, nécessite des requêtes qu'on appelle des requêtes d'agrégation et des sous-requêtes. Là, j'ai deux sous-requêtes et chacune étant une requête d'agrégation qui fait des groupements et qui calcule des agrégats, ici la moyenne, sur des groupes. Ces requêtes d'agrégation, en fait, elles ne sont pas supportées jusqu'à présent par les approches les plus standards, je dirais, du paradigme OBDA, qui sont des approches de réécriture de requêtes. Donc, nous, on avait un besoin vraiment au niveau d'application de requêtes d'agrégation, et c'est pour ça qu'en fait, on a pris l'OBDA, ce paradigme dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a extrait les données sur lesquelles après on a pu faire cette analyse-là avec des requêtes d'agrégation aussi puissantes que l'on voulait. Un deuxième point très important que l'on voit assez clairement quand on montre ça, c'est que ça nécessite que les données soient complètes. Alors je m'explique. Quand on regarde le texte, le corps de cette requête, on voit qui va donner lieu après à la visualisation de ce diagramme. Et bien, en fait, on voit que ce diagramme visualisé ne va être calculé finalement, quand on regarde la description de la requête, que pour des questions qui sont explicitement liées à des spécialités médicales. En d'autres termes, il faut pour que le résultat soit correct et que donc la visualisation soit pertinente, eh bien, il faudrait s'assurer que toutes les questions sont effectivement reliées à des spécialités médicales. Or, ce n'est pas le cas.
Et c'est loin d'être le cas. Donc ça m'amène à un autre point auquel on a été confronté et qui est aussi assez beaucoup étudié à l'heure actuelle dans les graphes de connaissances, qui est l'incomplétude des données. Donc à la fois, on a beaucoup de données, hein, presque 8 milliards de triplés, mais ces données sont incomplètes sur certaines propriétés. Et l'incomplétude des données, c'est quelque chose de auquel on peut faire avec, quand on a des requêtes, parce que ça permet, bon voilà, c'est pas, tant pis si les données sont incomplètes, on risque d'avoir des réponses partielles à certaines requêtes, à des requêtes basiques, des requêtes conjonctives basiques qui, dans le cas de Sparkle, s'appellent des requêtes select from where. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que si les données sont incomplètes, les résultats à des requêtes d'agrégation ou de requêtes de comptage sont fausses, risquent d'être fausses. Ce n'est pas juste partiel, c'est faux. Parce que on fait des calculs sur des choses, on va compter des choses et les comptages sont impartiels. Donc, c'est vraiment très important de se poser la question de cette complétude des données pour garantir que tout ce qui va être après analyse des données est bien fondé et bien juste. Alors, et ça, pour notre cas, l'incomplétude des données a porté sur certaines propriétés qui étaient importantes dans certaines dimensions, pour définir certaines dimensions des requêtes d'agrégation. Comme je vous le disais, eh bien, par exemple, parmi les questions donc, qui sont la base de l'entraînement des étudiants ou même de leur évaluation, eh bien, il y en a beaucoup, des questions, plusieurs millions, mais il n'y en a que 13% qui ont été explicitement reliées par les auteurs, parce que les questions, elles sont faites par des enseignants. Et voilà, il n'y en a que 13% qui sont explicitement reliées, explicitement par leurs auteurs, à des spécialités médicales. Et il y a 12% des questions qui sont reliées explicitement à des objectifs d'apprentissage, des learning objectifs. Donc ça veut dire, quand on voit ces chiffres, eh ben, en fait, que ce diagramme, il est loin d'être vraiment significatif de la réalité. Parce qu'en fait, évidemment, les questions, en vrai, elles sont toutes reliées à des spécialités médicales ou à des objectifs d'apprentissage. Simplement, leurs auteurs ne l'ont pas signalé. Et donc, on voit bien que finalement, cette requête, elle va calculer des choses sur une petite partie des données à cause de cette incomplétude. Et donc, peut-être que l'étudiant en question, qui va être très content de voir ce diagramme, eh ben, il n'est pas peut-être aussi meilleur que les autres dans toutes les spécialités, parce que, en fait, ça a été calculé sur une fraction très partielle des données. Alors, ce problème qu'on appelle de complétion de graphes de connaissances, de knowledge graph, c'est vraiment un problème très étudié depuis maintenant quelques années dans le domaine du sémantique web. Et donc, nous, en fait, on a distingué deux choses. On a distingué l'aspect complétion et l'aspect enrichissement. Donc, l'aspect complétion, c'est ça qui est beaucoup étudié, c'est comment inférer des faits manquants à partir de faits existants. Et nous, ce qui va nous concerner, c'est entre des questions et des spécialités médicales d'une part, et entre des questions et des learning objectifs d'autre part. On distingue ça de l'enrichissement de graphes de connaissances qui consiste à découvrir automatiquement des liens vers des sources, des référentiels extérieurs ou des ontologies standards. Et en médecine, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de thésaurus ou d'ontologies standards qui sont en fait fournis avec UMLS, qui est Unified Medical Language System, qui sont des terminologies médicales. Et en particulier, il y en a qui sont très utilisés comme MESH et SNOMED, plus précisément SNOMED CT, qui donc fournit une nomenclature standardisée au niveau international des termes cliniques en médecine. Marie, donc, oui. excuse-moi, il y a une question dans le chat. Ah.
Oui. Gaio Diallo te demande si toutes les données sont dans la BD originale et vous passez par l'ontologie ontosaïde pour l'interrogation et c'est pour tu fais référence à OBDA, ou Ouais. est-ce que le graphe est directement instancié et c'est sur celui-là que les requêtes SPARQL sont envoyées? Alors, le graphe est instancié, hein, comme je le disais, en fait, les données, on fait une première étape d'instanciation du graphe en utilisant des mappings pour extraire à grande échelle toutes les données qui sont dans la base de données CIDES et les mettre sous format RDF en les reliant à des concepts de l'ontologie. Donc, on a vraiment un très gros graphe de connaissances qui est matérialisé. Et pourquoi il est matérialisé? Ce choix de la matérialisation qui est très lourde, on l'a fait parce que nos besoins d'analyse nécessitaient des requêtes d'agrégation, avec tout SPARQL, le full SPARQL avec des sous-requêtes, des requêtes d'agrégation, des filters not exist, des choses comme ça, qui ne sont pas supportées par l'approche dématérialisée. D'accord? Donc, c'est le problème de complétion de graphes de connaissances ou d'enrichissement, en fait, ces deux problèmes peuvent être modélisés comme des problèmes de classification ou comme des problèmes de matching euh, selon qu'on a des descriptions textuelles qui sont disponibles pour les entités qui nous intéressent ou aussi selon qu'on a des données d'entraînement pour faire de la classification. Donc, c'est ça que je vais un peu expliquer, ce qu'on a fait dans ce contexte-là. Donc, oui. J'ai une autre question, je t'interromps. Vas-y, bah oui, bien sûr, c'est mieux. Vassilis Christofides te demande si pour l'enregistrement de KG, tu cherches des concepts ou des instances. Ah, oui. Alors, en fait, on ne sait pas trop. Ça dépend. Ça peut être les deux. Parce qu'en fait, on va utiliser, quand on va découvrir ces liens, je vais y venir, hein, je vais donner un exemple. En fait, on utilise RDFS See Also. Donc, la sémantique de RDFS See Also, elle n'est pas contraignante. On peut très bien imaginer de relier une instance ou une classe à un concept du MLS. Voilà. Donc, par ce lien un peu flou sémantiquement, qui est du coup peu contraignant. Mais je vais montrer ça. C'est ça la différence, Marie-Christine, entre classification et matching. Non, alors bon, c'est peut-être. Je vais m'expliquer sur matching en fait. En fait, je vais m'expliquer sur ces deux termes en instanciant le problème qui nous intéresse. Donc, là, je rentre un peu dans le détail de la méthodologie qu'on a suivie pour la complétion, c'est-à-dire en particulier pour inférer des liens qui étaient implicites, les rendre explicites entre des questions et des spécialités médicales. Alors, ça, les questions, elles sont juste numérotées. Questions, c'est juste des identifiants, c'est des questions. Mais elles sont également décrites, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'exemple, par des propriétés. On peut leur associer du texte. Et les spécialités médicales, par contre, les spécialités médicales, il y en a 31, et puis c'est, voilà, je ne dis pas de bêtises, psychiatrie, enfin voilà, c'est une liste de 31 spécialités médicales. Donc ce problème-là, il peut être modélisé et résolu comme un problème de classification, alors multilabel, parce qu'il y en a autant que de classes. Non, c'est l'inverse. C'est multiclasse et multilabel. Multiclasse parce qu'en fait, il y a 31 classes possibles qui sont les spécialités. Multilabel parce qu'une question peut être liée à plus d'une spécialité. Et donc, on peut modéliser ça sous forme de classification supervisée parce qu'on a un ensemble d'apprentissage. C'est les 13% de questions avec leur description textuelle pour lequel on a la propriété qui est renseignée. Alors 13%, ce n'est pas beaucoup, mais bon, ça fait déjà 149 000 questions, parce qu'on a quand même beaucoup de questions. Et là, nous, ce qu'on a fait, on a été pragmatique, c'est qu'on a essayé de voir, comparer différents classifieurs pour résoudre ce problème, et on a choisi 3, un très simple, naive Bayes, un autre basé sur maximum entropie et également une approche de type CNN adaptée
à la classification de phrases. Parce qu'en fait, finalement, on exploite les phrases qui décrivent les questions. Pour le problème de découvrir des liens, donc des faits entre les questions et les learning objectives, ça peut être aussi vu comme précédemment comme un problème de classification, mais cette fois multiclasse et multilabel, mais cette fois on a beaucoup plus de classes parce qu'on a 362 learning objectifs. Donc c'est l'aspect multiclasse, vous voyez, c'est presque 10 fois plus. Et multilabel parce que pour la même raison, une question elle peut être associée à plusieurs learning objectifs. On a aussi un training set qui sont les 12% de questions. Mais c'est là où je vais peut-être préciser ce que j'appelle matching. Ça peut être aussi résolu comme un problème de matching entre textes parce que, pas tous, mais sur les 362 learning objectives, il y en a 236 qui ont eux-mêmes une description textuelle. Donc, on a des learning objectives, les questions qui sont décrites par du texte, qu'on peut extraire, et un certain nombre de learning objectifs, les 236, qui sont eux-mêmes aussi associés à une description textuelle parce qu'ils pointent sur, par exemple, une page wiki. Donc, finalement, on peut aussi modéliser ce problème-là de trouver les liens entre questions et learning objectifs comme un problème de matching entre ces descriptions textuelles. Donc, c'est ce qu'on a aussi testé en utilisant, pareil, des trucs standards en recherche d'informations pour justement pouvoir, en faisant certaines… Je vais aussi essayer d'expliquer un petit peu, mais disons, on a essayé de faire des choses assez standards en jouant sur différentes variantes de fonctions de ranking à base de TF-IDF pour pouvoir voir pour chaque question comment, en utilisant ces techniques-là de matching, retourner les top cas learning objectifs les plus proches. Et donc là, voilà, c'est un petit peu ça les choses qu'on a faites pour la complétude. Je regarde l'heure. Et je vais vous résumer les résultats expérimentaux qu'on a eus. Donc, on a deux datasets, puisqu'on a deux, pour l'aspect classification, on a des questions qu'on veut classifier d'une part par rapport aux spécialités médicales, il y en a 31, d'autre part par rapport aux objectifs d'apprentissage, et il y en a 362. Donc, on a ces deux datasets, ils sont à peu près de même taille. Et ce qu'on va mesurer pour comparer les classifieurs, c'est une mesure de précision AAK qui est assez classique, c'est de calculer le nombre moyen de fois qu'un résultat correct apparaît dans les top K answers. Donc, si K c'est 1, ben, ça peut être 1, 2, 5 et 10. Et puis, bon, je ne détaille pas le reste. Alors, et donc, ben, voilà les résultats qu'on a. Je ne vais pas rentrer dans les détails du tableau, mais ce qu'on voit, c'est que tous les classifieurs, les trois là qu'on a testés, obtiennent de meilleurs résultats sur le premier dataset que sur le second. On le voit, par exemple, on voit à tous les niveaux et tous. Ça, ce n'est pas vraiment… L'explication est assez simple. Hein, c'est que le nombre de classes pour le deuxième dataset, c'est les learning objectifs. Il y en a à peu près 10 fois plus. Donc, c'est à peu près la même taille. Les datasets ont la même taille, mais il y a 10 fois plus de classes possibles pour le dataset 2 que pour le premier. Donc, forcément, il y a au niveau données d'apprentissage, on va en avoir moins par classe pour le deuxième que pour le premier. Une autre chose que l'on voit de façon assez forte, c'est que Naive Bayes donne de moins bons résultats que les deux autres. Ce n'est pas non plus une grande surprise. Par contre, les deux autres sont assez comparables et même Maximum Entropy permet d'avoir des résultats un peu meilleurs que le CNN, le classifieur à base de CNN, sur le deuxième dataset. Mais ce qui est important, c'est que dans plus de 96% des cas, la spécialité médicale correcte est trouvée dans les top 10 réponses. Et pour les learning objectifs, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même bien, c'est 93%. Alors, comme application de ça, on a une application directe
puisque les enseignants ont du mal, et on comprend, ils ont autre chose à faire, ce qui est un peu difficile pour eux, c'est de concevoir les questions, l'intitulé d'une question. Donc voilà, un enseignant en médecine, qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa question, il a l'intitulé, il doit aussi réfléchir aux réponses possibles, aux propositions de réponses, il y en a et à déterminer les distracteurs, c'est-à-dire celles qui sont fausses mais pas trop fausses. Enfin, c'est quand même quelque chose intellectuellement qui est pas facile. Et c'est pour ça aussi que lui, il a en tête ou un learning objectif ou une spécialité médicale, ou plusieurs d'ailleurs, mais souvent, il oublie de la préciser. Là, en gros, c'est que donc à gauche ici, c'est ce que doit remplir en utilisant quelque chose de type Moodle un enseignant en médecine quand il rédige une question. Et donc, basé sur nos classifieurs, on peut lui proposer les top 5 possibilités. Quand il y en a, parce que parfois il n'y en a que 2. Ici, dans l'exemple, j'ai que 2. Basé sur le texte de l'intitulé et des réponses, voilà, le classifieur, le meilleur classifieur, là, je crois qu'on avait pris Maximum Entropie, lui fournit 2 possibilités, pédiatrie ou maladie infectieuse. Évidemment, l'enseignant peut choisir autre chose, mais il peut aussi, donc il est guidé, en tout cas, pour choisir parmi les propositions du système, donc ça va lui faciliter la tâche. Une autre application, cette fois, c'est pour vraiment, parce que l'aspect complétion, c'est bien joli de dire, voilà, j'ai des résultats, ça marche plutôt bien, 90%, je ne sais pas quoi, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, nous, on a voulu aller jusqu'à dire, OK, mais on veut vraiment enrichir, on veut vraiment ajouter des choses, des triplés dans notre graphe de connaissances. Donc, mais on veut être sûr qu'on va ajouter des triplés qui sont justes ou vraiment justes, en lesquels on a confiance. Alors, comment on fait pour ça? En fait, on va être intéressé cette fois sur la précision à 1. Donc, on ne veut pas, une proposition de parmi 5 réponses possibles. On en veut une, la meilleure. Et on veut fixer donc un seuil. Et on va jouer sur ce seuil. On va choisir ce seuil en fonction de la précision qui nous paraît acceptable. Donc, par exemple, si on considère qu'une précision de plus de 90% est acceptable, on va choisir le seuil qu'il faut. Ici, c'est 0,9. Mais là, il y aura que ça va rajouter la spécialité médicale que pour 43% des questions. Mais on aura confiance pour ces 43% de questions que la spécialité médicale est la bonne, et on peut suivre la même méthode pour rajouter effectivement l'objectif d'apprentissage qui est correct. Mais là, on voit que si notre compromis, c'est vraiment plus de 90% de précision, ça ne concernera que l'ajout de 23% de liens pour les objectifs d'apprentissage. J'avais dit que sur certains objectifs d'apprentissage qui ont un contenu textuel, on pouvait aussi faire du matching. Donc, on a les techniques de matching. L'intérêt, c'est qu'elles sont non supervisées. Et donc, on a essayé voulu comparer la méthode supervisée que je viens de décrire avec une méthode non supervisée basée sur du matching de texte avec différentes méthodes. En gros, basée sur la description du texte sous forme de bag of words versus ce qu'on appelait bag of semantic terms. Donc, la représentation bag of semantic terms, elle est obtenue en fait en utilisant un annotateur qui a été développé par Clément Jonquet au LIRM, qui s'appelle Bioportal Annotator, et qui justement est capable quand on lui donne un texte, de l'annoter avec des versions françaises de certaines références biomédicales comme MESH et SNOMED, version française, parce que évidemment notre texte était en français. Donc, en fait, on s'aperçoit, je ne rentre pas dans les détails parce que le temps court, que ce n'est pas une grande surprise que les approches supervisées donnent de meilleurs résultats que les méthodes non supervisées, mais quand même, en laissant toujours naive Bayes de côté, à des précisions 5 ou 10,
Mais quand même, les méthodes non supervisées fournissent quand même de bons résultats, au-dessus de 80% à précision 10, et en particulier celles qui sont basées sur la représentation Bag of Semantic Terms. Et j'en arrive là en disant un mot sur cette fois l'enrichissement, donc où là on veut découvrir des liens entre des choses que l'on a dans notre knowledge graph, donc qui peuvent être des instances, des classes, des propriétés, et des concepts d'ontologie externe standardisés, et comme il en existe beaucoup en médecine. Donc, on a fait ça pour les 236 objectifs d'apprentissage qui ont une description textuelle, parce qu'on s'est basé sur cette description textuelle pour essayer de trouver, de les associer à des concepts médicaux décrits dans des ontologies biomédicales, et en particulier les versions françaises et anglaises de MESH et de SNOMED CT. Alors là, la méthode qu'on a utilisée est la suivante. On a chaque learning objective ayant une description textuelle. On a considéré l'ensemble des learning objectives comme un corpus. Chaque document de ce corpus étant décrit sous la forme d'un bag of medical concepts, extrait par l'outil dont j'ai parlé précédemment. Et après, on a calculé tout ce qui est term frequency, inverse document frequency pour chaque concepts médicaux dans le corpus. On a filtré les concepts médicaux avec un IDF bas, avec un seuil fixé expérimentalement, et on a renvoyé comme résultat les concepts médicaux les meilleurs, où K est aussi fixé de façon expérimentale. Alors là, notre problème, c'est que il n'y a pas de ground truth, c'est-à-dire il n'y a pas de dataset d'apprentissage disponible. Donc là, pour la validation, on a fait ça en deux étapes. Première étape, on s'est fixé un petit sous-ensemble de learning objectif 15 avec un expert du domaine, toujours le même, Olivier Palombi, qui nous a permis de calibrer les paramètres pour obtenir la meilleure précision possible à K. Et ensuite, on a fait un questionnaire et on a interrogé un certain nombre d'experts médicaux au travers d'un questionnaire avec une interface, et on a obtenu des réponses pour 96 learning objectifs, et on a avec de très bons résultats, et avec des liens avec 510 termes sémantiques des versions françaises de MESH et de SNOMED. Et donc, en plus de ça, on a voulu aussi enrichir, on a rajouté des triplets, parce qu'à chaque fois, ce qu'on faisait, je vais l'expliquer ici, donc là, voilà, on a un objectif 154, qui est le même que précédemment, et on a découvert avec cette méthode un lien avec la version française de SNOMED, dont ici, voilà la page web. Et cette page web, on l'a aussi extrait des choses qu'on a rajoutées explicitement parce que ça nous paraissait intéressant, parce que ça pourrait du coup être interrogeable par SPARQL. Donc, on a aussi travaillé sur la page web pour extraire le concept UMLS, les sémantiques, les types sémantiques, etc. Donc, pour cet aspect, donc complétion, enrichissement, donc on a été vraiment confronté à ça sur des gros graphes de connaissances. Donc, je vous ai décrit un petit peu notre approche très pragmatique, dans la mesure où on s'est focalisé, c'est une complétion spécifique, c'est-à-dire c'était sur deux types de propriétés qui étaient incomplètement décrites et qui étaient importantes pour notre analyse de données. La méthodologie, c'était d'exploiter l'information textuelle que l'on trouve dans des graphes de connaissances, soit par des liens see also, soit par des propriétés de type data type. Et on a montré expérimentalement que finalement, ça marche, ça donne de bons résultats, même sur des graphes de connaissances assez gros, forcément, puisqu'on est focalisé sur certaines propriétés.
mais avec, donc nous, notre objectif, c'était vraiment d'obtenir des très bonnes précisions parce que on voulait vraiment aller jusqu'à rajouter des triplés. Voilà, donc j'en arrive au bout de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas quelle est l'heure, mais ça doit être l'heure. Oui, c'est très bien. Oui. Donc, là, j'ai fait le choix un petit peu de vraiment présenter les problèmes pratiques qu'on a rencontrés sur le graphe de connaissances qu'on a été amené à construire, hein, qui était donc un gros graphe de connaissances, mais en même temps incomplet, et sur lequel on avait vraiment besoin de faire des analyses de données assez poussées, nécessitant des langages de requête avec agrégation, etc. Donc, je n'ai pas eu le temps de parler de beaucoup d'autres travaux qui ont été faits ou encore en cours par nos partenaires, et en particulier les partenaires de l'équipe Wimix de Nice, avec Catherine Faron qui était dans le projet, et d'autres partenaires de l'ENS Ulm, qui étaient plus, eux, spécialistes de sciences cognitives, sciences de l'éducation, qui ont travaillé avec des méthodes différentes sur la génération automatique de questions personnalisées, basées sur des modèles différents pour chaque partenaire, mais ces modèles qui essaient d'évaluer conjointement, par des méthodes statistiques ou de machine learning, le niveau des étudiants et la difficulté des questions sur la base des résultats obtenus à ces questions par l'ensemble des étudiants. Un autre point assez important, c'est qu'en fait, à l'issue du projet, la plateforme CIDES, qui était opérationnelle jusqu'à présent, a basculé vers ce qu'on a appelé CIDES NG, nouvelle génération, qui est un Moodle front-end qui travaille directement au-dessus maintenant de notre graphe de connaissances OntoCIDES. Et ça a été pris en charge par l'UNES, qui était le porteur du projet, l'UNES étant l'Université numérique en santé et en sport, qui fédère en fait toutes les facultés de médecine de France. Et dernier point, qui est plutôt un travail futur, avec notre partenaire de l'ENS Ulm, spécialiste de sciences d'éducation, eh bien, on a obtenu un nouveau projet ANR porté par eux en sciences de l'éducation, qui vise en fait l'expérimentation in situ à large échelle de stratégies qui vont pouvoir être testées avec des étudiants pour justement en fait, vérifier ou invalider des hypothèses pour améliorer l'apprentissage, qui sont des hypothèses qui résultent de modèles en sciences de l'éducation. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Il y a le lien vers le projet et puis vers certaines publications qu'on a faites. Je vous remercie et je suis prête à répondre. Ah oui, des questions.